Elle a arraché le micro des mains de ma témoin en plein discours, sans la moindre hésitation, avec ce sourire carnassier que je ne connais que trop bien. La salle s'est figée, le tintement des couverts s'est arrêté, et tous les regards se sont tournés vers elle. Elle portait une robe qui n'avait rien d'une tenue d'invité, une robe qui hurlait son besoin maladif d'attention. Elle a pris une grande inspiration théâtrale et a annoncé d'une voix qui portait jusqu'au fond du parc du château: « J'ai une nouvelle. Joris m'a demandé en mariage. Et pour fêter ça, nous partons à Bora Bora demain matin. » La salle a applaudi, poliment d'abord, puis plus fort, entraînée par les cris de joie hystérique de ma mère. Mais moi, assise à la table d'honneur, dans ma robe de mariée qui semblait soudain peser une tonne, je sentais le sang se glacer dans mes veines. Le monde autour de moi est devenu flou. Bora Bora? C'était mon voyage de noces. C'était mes billets, payés avec mes économies, fruits de 2 ans de sacrifice. Ma propre mère l'avait aidé à tout voler. Je n'ai pas fait de scandale. Je n'ai pas renversé la table. J'ai attendu le lendemain, à l'aéroport. Et croyez-moi, ce qui s'est passé au guichet d'enregistrement a fini aux informations du soir et a marqué la fin de notre famille telle que nous la connaissions. Avant de vous plonger dans les détails sordides de cette trahison et de la vengeance glaciale qui a suivi, j'aimerais prendre un moment pour nous connecter. Je sais que nous sommes nombreux à avoir vécu des injustices familiales. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore imaginer ma voix voyager à travers les frontières, unissant ceux qui savent ce que signifie être le vilain petit canard. Si vous aimez les histoires où le karma frappe fort, abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Mon nom est Sibylle. J'ai 32 ans, et jusqu'à samedi dernier, je pensais que la méchanceté de ma famille avait des limites, ou du moins, qu'il existait une sorte de pacte tacite de non-agression pour les grands événements de la vie. Je me trompais lourdement. Pour comprendre l'ampleur sismique de la trahison, il faut que je vous dresse le tableau de mon enfance. Dans chaque famille dysfonctionnelle, il y a des rôles assignés dès la naissance, comme dans une pièce de théâtre tragique dont on ne peut s'échapper. Chez nous, ma petite sœur Flavie, 26 ans, a toujours été l'enfant roi, la Golden Child. Et moi? J'étais le bouc émissaire. L'invisible. Celle qu'on tolère tant qu'elle est utile, celle qui sert de faire valoir. Flavie est solaire, bruyante, capricieuse. Elle a ce don d'attirer toute la lumière et l'oxygène d'une pièce. Ma mère, Odile, vit à travers elle, par procuration. Si Flavie voulait faire de la danse, maman payait les meilleures écoles privées, même si cela signifiait que nous mangeons des pâtes au beurre pendant un mois. Si Flavie voulait devenir influenceuse sur Instagram, maman lui achetait le dernier iPhone et un éclairage professionnel, alors que je devais travailler les étés dans des entrepôts poussiéreux pour payer mes livres de faculté. Je me souviens d'un jour précis, une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée. J'avais 18 ans. J'avais réussi mon baccalauréat avec la mention très bien. C'était l'aboutissement de mois de travail acharné, de nuits blanches. J'étais fière, le cœur battant, je courus à la maison pour l'annoncer. J'ai trouvé maman dans la cuisine, en train de consoler Flavie, qui avait 12 ans à l'époque. Flavie pleurait à chaudes larmes parce qu'elle n'aimait pas sa nouvelle coupe de cheveux. Quand j'ai tendu mon relevé de notes, maman l'a repoussé sans même le regarder, comme on chasse une mouche gênante. Pas maintenant, Sibylle, tu vois bien que ta sœur est en crise. Ne sois pas égoïste. Égoïste. C'est le mot qu'elle a utilisé toute ma vie dès que j'essayais d'exister pour moi-même. Ce que ma famille ignore, ou choisit d'ignorer par mépris intellectuel, c'est ce que je fais réellement dans la vie. Pour eux, je suis une sorte de réparatrice d'ordinateur un peu ennuyeuse, une technicienne de bas étage. Maman dit souvent aux voisins avec un petit air dédaigneux: Sibylle travaille dans l'informatique, c'est très technique, on n'y comprend rien, elle passe sa vie derrière un écran. En réalité, je suis experte en cybersécurité pour un grand sous-traitant du ministère des Armées. Je ne répare pas des imprimantes, je protège les infrastructures critiques de la nation. Je passe mes journées à traquer des failles de sécurité, à anticiper des cyberattaques, à protéger des données sensibles de l'État et à collaborer avec des services que je ne peux même pas nommer ici. Mon travail exige une rigueur absolue, une méfiance constante et une capacité à voir les menaces là où personne ne les voit. C'est la grande ironie de ma vie, j'ai passé 10 ans à protéger les secrets de la défense nationale contre des puissances étrangères, mais je n'ai pas vu venir l'attaque qui se tramait dans mon propre salon, ourdie par les 2 femmes qui partageaient mon ADN. J'ai rencontré Vianney il y a 4 ans. C'est un homme doux, architecte, solide comme un roc. Il est tout l'inverse de ma famille,
honnête, discret, profondément gentil et doté d'une boussole morale inébranlable. Quand il m'a demandé en mariage, nous avons pris une décision cruciale, nous allions tout payer nous-mêmes. Nous ne voulions rien devoir à ma mère, ni subir les caprices financiers de Flavie. Nous avons économisé pendant 18 mois, refusant les sorties, les vacances, les petits plaisirs, pour nous offrir le mariage de nos rêves dans un petit château près de Nantes, le château de Goulaine, et surtout, pour nous offrir le voyage d'une vie. Ce voyage, c'était notre lumière au bout du tunnel. 2 semaines en Polynésie française. Bora Bora. Les bungalows sur pilotis, l'eau turquoise, le silence, la déconnexion totale. Vianney et moi avions accumulé des miles aériens pendant des années, surveillé les promotions comme des traders à la bourse, calculé chaque centime pour nous offrir des billets en classe affaires sur Air Tahiti Nuit. C'était un budget colossal pour nous, près de 15 000 € tout compris. C'était notre récompense, notre bulle de bonheur loin de la toxicité quotidienne. Mais le bonheur, chez les Vance, c'est comme un gâteau. Si je prends une part, ma mère considère automatiquement que j'ai volé celle de Flavie. Et elle était bien décidée à rétablir ce qu'elle considérait comme la justice naturelle. 3 mois avant le mariage, l'attitude de ma mère a changé du tout au tout. C'était subtil au début, puis de plus en plus flagrant. Elle qui m'appelait à peine une fois par mois pour se plaindre de ses varices, critiquer mon poids ou me demander de l'argent pour une urgence concernant Flavie, s'est mise à m'appeler tous les jours. Ma chérie, comment vont les préparatifs? Tu ne stresses pas trop? Tu sais, je suis tellement fière de toi. Tu deviens une femme magnifique. Ces mots. Je suis fière de toi. Je ne les avais jamais entendus. J'ai 32 ans, je suis une professionnelle respectée, une femme indépendante qui gère des crises nationales, mais face à ma mère, je redeviens instantanément cette petite fille de 8 ans qui désespère d'avoir une miette d'affection, un regard approbateur. J'ai baissé ma garde. C'était stupide, je le sais aujourd'hui, je me maudis pour cette faiblesse, mais j'ai tellement voulu croire qu'elle changeait. Qu'à l'approche de mon mariage, cet événement symbolique de passage à l'âge adulte, elle réalisait enfin ma valeur. Un soir de novembre, alors que la pluie battait contre les carreaux, nous prenions le thé chez elle. L'ambiance était étrangement chaleureuse. Flavie était là, affalée sur le canapé en velours, scrollant sur son téléphone sans me dire bonjour, comme à son habitude. Alors, ce voyage à Bora Bora? A demandé maman avec un sourire mielleux, en me servant une autre tasse. C'est tellement loin. Tu sais, j'ai lu des choses terribles sur Internet. Avec tout ce qu'on entend aux informations, les avions qui disparaissent, les problèmes de sécurité dans les aéroports internationaux. Je me fais un sang d'encre. Je ne dors plus. Elle a posé sa tasse et m'a pris la main. Sa paume était chaude, son regard implorant, humide de fausses larmes maternelles. Sibylle, fais-moi plaisir. Je suis ta mère, j'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. Donne-moi tes références de vol. Juste pour que je puisse suivre l'avion sur Internet et savoir que tu es bien arrivé. Sinon, je ne fermerai pas l'œil pendant 2 semaines. Tu ne veux pas que je tombe malade d'inquiétude, n'est-ce pas? Vianney, qui était assis à côté de moi, s'est tendu. Je l'ai senti se raidir. Il m'a lancé un regard d'avertissement, un regard qui disait « Ne fais pas ça. C'est un piège. » Il n'a jamais fait confiance à Odile. Il voyait le serpent derrière le sourire. Mais moi. J'ai vu une mère vieillissante et inquiète. J'ai vu de l'amour là où il n'y avait que de la prédation calculée. D'accord maman, ai-je dit, ma voix trahissant mon besoin d'approbation. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. Je lui ai non seulement donné le numéro de vol, mais aussi, bêtement, tragiquement, mon numéro de réservation PNR, la clé d'or qui donne accès à tout le dossier. J'ai même noté mon mot de passe sur un petit bout de papier qu'elle a glissé dans sa poche avec une rapidité suspecte. Je n'ai pas vu le regard que Flavie a lancé à maman à ce moment-là. Un regard complice, rapide comme l'éclair, un sourire en coin. Si j'avais été en mode travail, en mode analyse de menaces, je l'aurais intercepté. Mais j'étais en mode fille reconnaissante, aveuglée par l'illusion d'une famille unie. Dans les semaines qui ont suivi, tout semblait normal. J'étais débordée par les derniers détails du plan de table, les essayages de dernière minute, les confirmations avec le traiteur. Je ne vérifiais pas mes emails personnels aussi souvent que d'habitude, mon esprit étant accaparé par l'organisation. Et surtout, je faisais confiance. Qui, sain d'esprit,
pourrait imaginer qu'une mère utiliserait ces informations pour commettre un crime fédéral contre sa propre fille? La veille du mariage, maman m'a pris à part lors du dîner de répétition. Elle avait l'air excitée, presque fébrile. Tu sais, demain sera une journée riche en émotions. J'ai préparé une surprise pour Flavie aussi, pour qu'elle ne se sente pas trop seule maintenant que tu es mariée. Tu sais comme elle est sensible au changement. J'ai souri, pensant qu'elle lui avait acheté un bijou, un sac à main de luxe ou peut-être un week-end en Thalasso. C'est gentil, maman, ai-je répondu naïvement. Tant que ça ne perturbe pas la cérémonie et que ça lui fait plaisir. Oh non, ne t'inquiète pas, a-t-elle répondu avec ce petit rire nerveux qui aurait dû m'alerter. C'est juste un petit quelque chose pour rétablir l'équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait de jaloux. Rétablir l'équilibre. Si j'avais su ce que cette phrase signifiait réellement dans son esprit tordu, j'aurais annulé le mariage, appelé la police et fui le pays le soir même. Mais je suis restée. J'ai dormi ma dernière nuit de célibataire en rêvant de lagons bleus et de cocktails à la noix de coco, sans savoir que mes billets portaient déjà un autre nom. Le jour J. Le grand jour. Le soleil de juin brillait sur la Loire-Atlantique, inondant les vignes et les vieilles pierres du château d'une lumière dorée. Les oiseaux chantaient, l'air sentait la rose et la lavande, tout était parfait. Pourtant, j'avais une boule au ventre grosse comme un pamplemousse. Mon instinct, cet instinct de survie que j'avais affûté au fil des années pour me protéger de ma famille, me hurlait que quelque chose clochait. Mais je mettais ça sur le compte du stress nuptial classique. La cérémonie laïque commençait à 14 heures précises dans les jardins. À 13 heures, Flavie n'était toujours pas là. Elle devait être l'une de mes demoiselles d'honneur, même si je ne le voulais pas vraiment au fond de moi, c'était une condition non négociable posée par maman 6 mois plus tôt. Si Flavie n'est pas dans le cortège et n'a pas un rôle central, je ne viens pas au mariage. On ne laisse pas sa sœur de côté. À 13h45, 15 minutes avant le début, une voiture de sport louée a dérapé sur les graviers de l'allée du château, soulevant un nuage de poussière. Flavie est sortie. J'étais à la fenêtre du premier étage, en train d'ajuster mon voile. J'ai failli m'évanouir de rage. J'avais choisi pour mes demoiselles d'honneur des robes vert émeraude, élégantes, discrètes, conçues pour s'harmoniser avec le thème nature du mariage. Flavie portait autre chose. Elle portait une robe longue, satinée, d'une couleur qu'elle appellerait sans doute champagne ou coquille d'œuf pour jouer sur les mots, mais que n'importe qui avec des yeux fonctionnels appellerait blanc. C'était une robe moulante, d'aune vertigineux, avec une fente qui remontait jusqu'en haut de la cuisse. C'était, à tous égards, une robe de mariée, plus sexy et plus voyante que la mienne. Pire encore, elle n'était pas seule. Un homme est sorti côté conducteur. Joris. Son nouveau petit ami depuis 3 mois, un type que j'avais rencontré une seule fois lors d'un barbecue, qui mâchait du chewing-gum la bouche ouverte et qui m'avait appelé la geek toute la soirée. Il n'était pas invité. Mon carton d'invitation stipulait clairement invitation strictement personnelle, car nous voulions un mariage intime et nous ne connaissions pas ce garçon. Il portait un costume bleu électrique brillant, mal ajusté, et des baskets blanches immaculées. Surprise, a crié Flavie en claquant la portière, saluant des invités imaginaires. Joris ne voulait pas me laisser venir seule, c'est trop romantique, non? Je suis descendue en trombe, mon cœur battant la chamade. Je me suis dirigée vers maman qui les attendait en bas. Ils n'étaient pas invités. Et cette robe? Maman, regarde-la. Elle est en blanc à mon mariage. C'est un manque de respect total. Odile a haussé les épaules, ajustant son chapeau à large bord avec une nonchalance exaspérante. Oh Sibylle, arrête d'être aussi psychorigide, tu vas te donner des rides. Ce n'est pas du blanc, c'est du crème impérial, c'est très tendance. Et Joris fait partie de la famille maintenant, il s'aime. Fais un effort pour une fois. Ne gâche pas l'ambiance avec ta jalousie. Fais un effort. C'était toujours à moi de faire l'effort. Toujours à moi de m'écraser, de disparaître, d'accepter l'inacceptable pour que la princesse Flavie puisse briller sans entrave. J'ai ravalé mes larmes. Je ne voulais pas ruiner mon maquillage à 300 €. Vianney est arrivé à ce moment-là, impeccable dans son smoking. Il a vu la robe de Flavie, puis Joris qui allumait une cigarette sous le porche du château, et son visage est devenu pourpre de colère. Je lui ai serré la main, entrelaçant nos doigts. Pas maintenant, ai-je chuchoté, plus pour me convaincre moi-même que pour le calmer. On gère ça plus tard. C'est notre moment. Ne les laisse pas nous le voler. La cérémonie s'est déroulée dans un flou artistique.
Je voyais les invités chuchoter en regardant Flavie, qui passait son temps à se recoiffer, à vérifier son reflet dans son téléphone et à prendre des selfies avec le flash pendant que nous échangeons nos vœux les plus sacrés. Joris, lui, jouait à Candy Crush au premier rang avec le son activé, les petits bruits électroniques ponctuant nos promesses d'amour éternel. Mais le véritable cauchemar, l'acte final de leur pièce macabre, a commencé lors de la réception. Le dîner était servi, l'ambiance commençait à se détendre, le vin coulait à flots. Ma meilleure amie, Morgane, s'est levée pour porter un toast. Elle avait préparé un discours magnifique, racontant comment Vianney et moi nous étions soutenus mutuellement à travers les épreuves, comment notre amour était une force tranquille. Elle avait les larmes aux yeux, sa voix tremblait d'une émotion sincère. C'était un moment pur, sacré. Et c'est là que le diable est entré en scène. Flavie s'est levée brusquement de sa chaise, faisant tomber sa serviette en tissu au sol. Elle a marché vers Morgane, ses talons aiguilles claquant bruyamment sur le parquet ancien du château. Elle n'a pas demandé la permission. Elle n'a pas attendu une pause. Elle a simplement tendu la main manucurée et a arraché le micro des mains de ma meilleure amie, la coupant au milieu d'une phrase sur notre première rencontre. Un larcène aigu a déchiré l'air, faisant grimacer tout le monde. Morgane est restée bouche bée, les bras ballants, paralysée par tant d'audace et de vulgarité. Flavie s'est tournée vers la salle, rayonnante, les joues rosies par l'alcool et l'excitation, comme si c'était elle la mariée, comme si c'était son spectacle. Désolée d'interrompre ce moment un peu longuet et larmoyant, a-t-elle gloussé dans le micro, sa voix amplifiée résonnant contre les murs de pierre. Mais l'amour est contagieux ce soir. J'ai une nouvelle qui ne peut pas attendre, c'est trop énorme. Elle a fait signe à Joris de la rejoindre. Il s'est levé, l'air aussi suffisant qu'un coq dans une basse-cour, et a traversé la salle en trottinant pour passer un bras possessif autour de sa taille fine. Joris m'a fait la plus belle des surprises ce matin, a annoncé Flavie en levant sa main gauche bien haut. Une bague minuscule, presque invisible à cette distance, brillait à son annulaire. Nous sommes fiancés. Quelques personnes ont applaudi poliment, par réflexe social, mais la majorité des invités échangeaient des regards gênés. On n'annonce jamais ses fiançailles au mariage de quelqu'un d'autre. C'est la règle d'or, le B. à bas de l'étiquette. C'est voler la vedette de la manière la plus grossière qui soit. Mais Flavie n'avait pas fini. Elle jubilait. Et comme nous sommes des gens spontanés, passionnés, et que nous nous aimons à la folie, nous avons décidé de ne pas attendre. Pourquoi attendre quand on est jeune et beau ? Elle a fait une pause théâtrale, balayant la salle du regard, savourant chaque seconde d'attention. Nous partons en lune de miel anticipée, dès demain matin. Un murmure a parcouru l'assemblée. Nous partons 2 semaines à Bora Bora. Dans le même hôtel de luxe, le Saint-Régis, que ma sœur avait repéré. C'est le destin, non ? Le destin a voulu que nous vivions ce rêve. Bora Bora. Demain matin. Le Saint-Régis. Le monde s'est arrêté de tourner. Le temps s'est suspendu. J'ai senti mon estomac se tordre violemment. J'ai regardé ma mère. Elle était debout, la première à se lever, applaudissant à tout rompre, des larmes de joie à de vraie joie, pure et sans mélange coulant sur ses joues maquillées. Elle n'avait pas versé une seule larme pendant mes vœux. Elle rayonnait de fierté en regardant Flavie, comme si sa fille venait de gagner un prix Nobel. C'est à ce moment précis, en voyant l'échange de regards triomphants entre ma mère et ma sœur, que j'ai compris. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas le destin. C'était un braquage. Un vol organisé. Je me tourne vers vous maintenant. Mettez-vous à ma place un instant. Imaginez la scène, votre mariage, votre moment, souillé par votre propre sœur avec la complicité de votre mère. Si vous aviez été assise à cette table, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous hurlé ? Auriez-vous sauté à la gorge de votre sœur ? Ou auriez-vous fait comme moi, glacé par le choc ? Dites-le-moi en commentaire, je lis tout et je veux savoir comment vous auriez réagi face à l'impensable. Le silence qui a suivi l'annonce de Flavie résonnait dans mes oreilles comme un acouphène douloureux. Vianney m'a serré la main sous la table, si fort que ses jointures étaient blanches, prêtes à craquer. Sibylle, a-t-il chuchoté, la voix tremblante de rage contenue, une veine battant furieusement sur sa tempe. Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Dis-moi qu'elles n'ont pas fait ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon esprit de cybersécurité, formé à gérer des situations de crise extrême, venait de prendre le dessus sur la femme blessée.
L'émotion s'était éteinte, comme un interrupteur qu'on bascule, remplacé par une analyse froide, méthodique et binaire des données. Fait 1. Ma mère a insisté lourdement, usant de manipulation affective, pour avoir mes codes de réservation et mon mot de passe. Fait 2. Flavie annonce un voyage identique au mien, le même jour, vers la même destination hors de prix, dans le même hôtel exclusif. Fait 3. Flavie n'a pas un sou. Elle est à découvert tous les mois, travaille à mi-temps et dépense tout en vêtements. Joris est au chômage. Ils ne peuvent pas se payer un café, encore moins un voyage à 15 000 €. Conclusion, ils n'ont pas réservé un autre voyage. Ils ont pris le mien. Doucement, sans attirer l'attention, en gardant un sourire figé sur mes lèvres pour ne pas alerter les cibles, j'ai glissé ma main sous la nappe blanche immaculée. J'ai sorti mon téléphone. J'ai baissé la luminosité au minimum pour ne pas créer de lueur suspecte. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui. Mes doigts tremblaient légèrement, non de peur, mais d'une adrénaline pure et glaciale. La connexion s'est faite. Le cercle de chargement a tourné pendant une éternité. Puis le dossier s'est affiché. Dossier modifié il y a 4 jours. J'ai cliqué sur les détails des passagers. Nom d'origine, barré dans l'historique, Monsieur Vianney Legrand et Madame Sibylle Vance. Noms actuels, confirmés, Monsieur Joris Mercier et Madame Flavie Vance. J'ai fixé l'écran, incrédule malgré ma déduction. Ils avaient osé. Ils avaient réellement osé franchir cette ligne. Non seulement ils avaient changé les noms, mais je voyais dans l'historique des transactions que ma carte bancaire enregistrée dans l'application pour les frais annexes de confort avait été débitée de 450 € pour les frais de modification de dossier et de 200 € pour un supplément bagage. Ils me volaient mon voyage de noces, le rêve de ma vie, et ils me faisaient payer les frais administratifs de leur vol. L'audace était si monumentale qu'elle en devenait presque admirable, dans un sens pervers. J'ai levé les yeux vers la table d'honneur. Maman rayonnait. Elle levait sa coupe de champagne vers Flavie qui descendait de l'estrade sous quelques applaudissements épars. Elle a croisé mon regard. Pendant une fraction de seconde, son sourire a vacillé, une ombre d'inquiétude passant dans ses yeux, puis elle m'a fait un petit clin d'œil complice, comme pour dire « Allez, sois bonne joueuse, c'est ta sœur, tu vas pas gâcher la fête. » Elle pensait me connaître. Elle pensait que Sibylle la gentille, Sibylle la paillasson, allait sourire, féliciter sa sœur, et pleurer en silence dans sa chambre d'hôtel en réalisant qu'elle n'avait plus de lune de miel. Elle pensait que j'aurais trop honte d'expliquer aux invités que ma propre famille m'avait volé, et que je couvrirais leurs crimes pour sauver les apparences et l'honneur de la famille. C'était leur erreur fatale. Ils avaient confondu ma gentillesse avec de la faiblesse. Ils avaient oublié que mon métier n'est pas de réparer des imprimantes, mais de neutraliser des menaces pour la sécurité nationale. Et ce soir, la menace portait une robe couleur crème, buvait mon champagne millésimé et riait de mon malheur. Vianney a vu mon écran. Il a lu les noms. Il a commencé à se lever, sa chaise raclant bruyamment le sol, ses poings serrés, prêt à bondir sur Joris et à lui refaire le portrait. J'ai posé ma main sur son épaule, fermement, mes ongles s'enfonçant dans le tissu de sa veste. Non, ai-je dit. Ma voix était calme, trop calme, une voix que Vianney ne connaissait pas. Assieds-toi. Ils ont volé notre voyage, Sibylle. C'est du délire. Je vais le tuer, je vais les massacrer tous les deux. Si tu fais un scandale maintenant, on passe pour les méchants. On passe pour les jaloux hystériques qui gâchent les fiançailles de leur petite sœur fragile. Regarde-les. Ils attendent que j'explose. Ils veulent que je crie pour pouvoir dire « Regardez comme Sibylle est folle, elle ne supporte pas le bonheur des autres points. » J'ai regardé Flavie. Elle nous observait du coin de l'œil tout en embrassant Joris, un sourire triomphant aux lèvres. Elle voulait la scène. Elle voulait le drame. Elle voulait être la victime de ma jalousie. Alors on fait quoi? A sifflé Vianney, les larmes aux yeux. On les laisse partir? On les laisse prendre notre avion, dormir dans notre lit? J'ai pris une gorgée de vin. Le goût était métallique, comme du sang. On attend. On les laisse profiter de leur soirée. On les laisse se saouler. On les laisse faire leurs valises. On les laisse aller à l'aéroport. J'ai souri à mon mari, un sourire qui ne touchait pas mes yeux, un sourire de prédateur. Ce qu'ils ont fait, Vianney, ce n'est pas juste une blague de mauvais goût ou une dispute familiale. C'est de l'usurpation d'identité. C'est du vol aggravé en réunion.
C'est l'intrusion frauduleuse dans un système de traitement de données. Ce sont des crimes fédéraux passibles de prison ferme. Et demain matin, à l'aéroport Charles de Gaulle, ils vont découvrir que le karma porte un uniforme et des menottes. Le reste de la soirée a été une torture psychologique raffinée, mais aussi ma plus grande performance d'actrice, digne d'un Oscar. J'ai dû me lever pour la première danse avec Vianney, une valse lente que nous avions répétée pendant des semaines. Je dansais mécaniquement, sachant que ma mère et ma sœur chuchotaient et riaient à quelques mètres de là, pointant du doigt ma robe, probablement en train de se moquer de ma naïveté supposée. Chaque pas de danse était une épreuve, chaque sourire aux invités une brûlure. À un moment, alors que je me servais un peu d'eau près du buffet des desserts, maman est venue me voir. Elle a posé sa main sur mon bras, ce geste qui se voulait affectueux mais qui me donnait désormais la nausée, comme le contact d'une peau froide et écailleuse. « Tu ne félicites pas ta sœur ?» a-t-elle demandé, faussement innocente, la voix pleine de reproches. « Je sais que c'est un peu soudain, et peut-être maladroit, mais tu devrais être heureuse pour elle. Elle a enfin trouvé quelqu'un de bien, ce Joris. Il a de l'ambition. » J'ai planté mon regard dans le sien. J'ai cherché une trace de culpabilité, de remords. Il n'y en avait aucune. Juste une satisfaction perverse. C'est vrai, maman. Je suis très impressionnée. Je ne pensais pas qu'elle en serait capable. C'est un coup de maître. Maman a plissé les yeux, cherchant une trace de sarcasme. Et pour le voyage, c'est une opportunité magnifique, non? Le même hôtel que toi, c'est drôle comme le hasard fait les choses. Vous pourrez peut-être dîner ensemble là-bas? Hilarant, ai-je répondu, en serrant mon verre d'eau pour ne pas le lui jeter au visage. J'espère qu'ils ont bien vérifié tous les papiers. Les contrôles sont très stricts en ce moment, surtout pour les vols internationaux vers les territoires d'outre-mer. Il faut que tout soit en règle. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Tout est réglé, j'ai tout vérifié. Elle a tapoté ma joue avec condescendance. Tu es une bonne fille, Sibylle. Je savais que tu comprendrais et que tu ne ferais pas d'histoire. Tu as toujours été la plus raisonnable. Je les regardais s'éloigner vers Flavie. Elles ont ri ensemble, têtes rapprochées, partageant leur secret victorieux. J'ai vu Flavie sortir son téléphone et montrer l'écran à maman. Sans doute les billets électroniques, mes billets, avec son nom dessus. J'ai continué à sourire. J'ai coupé le gâteau, une pièce montée magnifique dont je n'ai pas avalé une miette. J'ai dansé avec mon père, qui lui, ne se doutait de rien. Papa et maman sont divorcés depuis 10 ans, et ils détestent Odile. Il était heureux, il riait, il me disait combien j'étais belle. Si je lui avais dit la vérité à ce moment-là, il aurait probablement mis le feu à la salle ou frappé Joris. J'ai décidé de le préserver. Son cadeau pour moi arriverait demain, sous la forme d'une justice implacable. Vers minuit, Flavie est venue me dire au revoir. Elle traînait sa valise à roulettes Louis Vuitton, une contrefaçon achetée en Turquie, qu'elle avait amenée dans la voiture, preuve absolue de la préméditation. On doit y aller, le vol est tôt demain. On décolle à 10h30, a-t-elle gazouillé, m'embrassant sur les deux joues, son parfum bon marché m'agressant les narines. Désolée de partir avant la fin, mais tu comprends. Bora Bora nous attend. On t'enverra des photos du lagon. Fais bon voyage, Flavie, ai-je dit doucement, en la regardant droit dans les yeux. Profite bien de l'aéroport. C'est un endroit très intéressant. Il s'y passe toujours des choses inattendues. Elle n'a pas relevé l'étrangeté de ma remarque. Elle était trop occupée à s'imaginer en train de siroter des cocktails. Elle a pris le bras de Joris, et ils sont sortis sous les applaudissements de quelques invités ivres et de ma mère. Odile les a suivis pour les conduire chez elle, d'où ils partiraient pour l'aéroport le lendemain matin. Une fois la porte du château refermée sur eux, j'ai senti mes épaules retomber. La comédie était finie. Le masque pouvait tomber. Maintenant, la chasse commençait. Il était 2h du matin quand Vianney et moi sommes enfin rentrés dans notre suite nuptiale au château. C'était une chambre magnifique, romantique, avec des poutres apparentes, un feu de cheminée et un lit à baldaquin couvert de pétales de rose. Mais l'ambiance était glaciale, funèbre. Vianney faisait les 100 pas, furieux, donnant des coups de pied dans le vide. On doit appeler la police maintenant, Sibylle. Ils vont décoller dans 6 heures. Si on attend trop, ils seront dans l'avion et on ne pourra plus rien faire. J'ai ouvert ma valise.
Je n'en ai pas sorti de la lingerie fine pour ma nuit de noces, mais mon ordinateur portable professionnel sécurisé. Le genre de machine épaisse, noire, qu'on ne trouve pas dans le commerce, équipée d'un lecteur d'empreintes biométriques et d'une connexion cryptée directe au serveur du ministère. Assieds-toi, chérie. Sers-toi un verre de cognac. Ça va être long. J'ai allumé l'ordinateur. La lumière bleue de l'écran a illuminé mon visage fatigué. Je n'allais pas appeler le 17 comme n'importe quel citoyen lambda qui s'est fait voler son vélo. J'allais faire jouer mes relations, celles que j'avais tissées au fil de 10 ans de carrière dans l'ombre. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Celui du commandant Grégoire. C'était un ancien collègue de la DGSI, un homme intègre et redoutable, aujourd'hui au gradé à la police aux frontières, PAF, de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. À 2 heures du matin, il était probablement de garde au centre opérationnel. Il a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était grave, vigilante. Vance. Il est 2 heures du mat. J'espère que c'est une urgence nationale ou que tu m'appelles pour me dire que tu as envoyé une caisse de champagne pour ton mariage. Salut Grégoire. C'est une urgence, mais pas nationale. Quoique, ça concerne une violation de données personnelles et bancaires d'un agent habilité secret défense. Le ton de Grégoire a changé instantanément. Le ton amical a disparu, remplacé par le ton professionnel, coupant. Je t'écoute. Donne-moi les détails. J'ai tout déballé. Calmement. Cliniquement. Sans sanglots. Mon compte personnel Air France Tahiti Nuit a été piraté. Les billets pour le vol AF076 de demain matin à 10h30, destination Papette, ont été modifiés frauduleusement. Les passagers actuels, Flavie Vance et Joris Mercier, utilisent des billets volés obtenus par intrusion informatique. L'intrusion a été réalisée depuis l'adresse IP de ma mère, Odile Vance, à Nantes. J'ai les logs de connexion ici, extrait de l'historique de sécurité de mon compte Google lié. J'ai aussi la preuve que ma carte bancaire a été utilisée sans mon consentement pour les frais de modification. Il y a eu un silence au bout du fil, puis le bruit caractéristique d'un clavier mécanique qu'on martèle furieusement. Je suis dans le système, a dit Grégoire après une minute interminable. Je vois le dossier PNR. C'est flagrant. Changement de nom effectué il y a 96 heures. Sibylle, c'est ta famille? Ta propre sœur? Plus maintenant, ai-je répondu, la voix brisée pour la première fois, une larme solitaire éoulant sur ma joue. Grégoire, je veux porter plainte. Pour tout. Usurpation d'identité, escroquerie, accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, abus de confiance. Je veux qu'il soit intercepté. Je veux qu'il soit arrêté avant de passer la sécurité. Tu es sûr? Une fois que je valide la procédure, je ne peux plus l'arrêter. C'est une machine qui broie tout. Le procureur de la République sera saisi automatiquement vu les montants, plus de 15 000 €, et la nature cyber du délit. Ça va faire très mal. Casier judiciaire, garde à vue de 24 à 48 heures, procès. J'ai regardé Vianney. Il avait arrêté de marcher. Il était assis au bord du lit, la tête dans les mains. Il a levé les yeux vers moi. Il y avait une tristesse infinie dans son regard, mais aussi une détermination farouche. Il a hoché la tête lentement. Fais-le, ai-je ordonné à Grégoire. Ils ont gâché mon mariage. Ils ont volé nos souvenirs avant même qu'on puisse les créer. Ils ne gâcheront pas ma vie un jour de plus. Reçu 5 sur 5. Je mets une alerte rouge sur les billets. Code fraude avéré, interception requise. Je préviens mes équipes au terminal 2E. On les attend au guichet. Essaie de dormir un peu, Sibylle. Demain sera une longue journée. J'ai raccroché. J'avais l'impression d'avoir appuyé sur le bouton de lancement d'un missile nucléaire. Je me sentais vide et vidée, mais aussi étrangement puissante. Pour la première fois de ma vie, je ne subissais pas. Je ne tendais pas l'autre joue. Je frappais en retour, et je frappais pour tuer symboliquement. Nous n'avons pas dormi. Comment aurions-nous pu? L'adrénaline et la colère nous tenaient éveillés. Nous avons passé la nuit à rassembler les preuves numériques pour constituer un dossier en béton. Capture d'écran des conversations WhatsApp où maman me demandait mes codes pour ma sécurité, relevé bancaire surligné, email de confirmation originaux reçus 6 mois plus tôt.
J'ai tout compilé, tout classé. À 6 heures du matin, alors que le soleil se levait sur le parc du château, mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. C'était Flavie. Une story. On la voyait dans la voiture de maman, avec un filtre paillettes sur le visage. Elle tenait un gobelet Starbucks géant et portait des lunettes de soleil oversize. Texte en gros caractères néon, en route pour le paradis. Bye bye la pluie, bonjour les cocotiers. Hashtag Bora Bora, hashtag love, hashtag honeymoon, hashtag family goal, hashtag blessed en fond sonore, on entendait maman rire et chanter avec la radio. N'oublie pas ta crème solaire, ma chérie. Tu as la peau claire. J'ai montré l'écran à Vianney. Regarde-les. Elles sont tellement sûres d'elles. Elles n'ont aucune conscience, aucun remords. Elles ne savent pas qu'elles roulent à 130 km/h vers un mur de béton, a-t-il répondu froidement. Nous avons quitté le château vers 7h30, laissant derrière nous une chambre de noces inutilisée. Nous ne sommes pas allés directement à l'aéroport. Je ne voulais pas être là-bas physiquement au moment de l'arrestation. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de voir mon visage, de pouvoir m'accuser de quoi que ce soit en direct, de crier mon nom pour m'impliquer dans leur drame. Je voulais être un fantôme. Une main invisible qui s'abat sur eux, divine et implacable. Nous nous sommes installés dans un café tranquille en ville, avec une connexion Wi-Fi robuste. J'ai ouvert mon ordinateur. Grégoire m'envoyait des mises à jour par SMS cryptées en temps réel. 8h15, cible repérée dans le hall de départ du terminal 2E. Ils se dirigent vers la zone Sky Priority. Ils ont beaucoup de bagages. 4 valises soutes. 8h20, ils sont au guichet d'enregistrement business. L'agent d'escale a scanné les passeports. L'alerte s'est déclenchée sur son écran. Il applique la procédure standard, il garde les passeports, prétend un problème informatique et appelle son superviseur pour gagner du temps en attendant l'équipe d'intervention. Je fermais les yeux, imaginant la scène avec une précision cinématographique. Flavie devait être en train de taper du pied, impatiente d'aller au salon VIP pour boire du champagne gratuit et poster d'autres photos. Joris devait regarder les hôtesses de l'air avec insistance. Maman devait être en train de donner des conseils de dernière minute, fière de son coup de maître, pensant à quel point elle était intelligente d'avoir redistribué le bonheur familial. Le piège se refermait lentement, inexorablement. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux sur le moment, mais je l'ai vu comme des millions de Français quelques heures plus tard. Car, ironie du sort, dans sa soif insatiable de célébrité, Flavie était en train de faire un live sur TikTok au moment précis où sa vie a basculé. Un ami commun, un cousin éloigné, m'a envoyé le lien par message. Sibylle, regarde ça tout de suite. C'est en train de devenir viral. C'est hallucinant. J'ai cliqué. La vidéo était chaotique, filmée verticalement, tremblotante. On voyait Flavie au comptoir, en gros plan. Elle ne souriait plus. Son visage était rouge de colère. « Mais enfin, c'est quoi ce bordel ?» criait-elle à l'employé d'Air France, une dame blonde très calme. « Ça fait 10 minutes qu'on attend. On est en business, on a la priorité. Vous savez qui je suis ? J'ai 15 000 followers. » L'employé, imperturbable, répondait « Madame, il y a un problème avec le paiement de ces billets et la concordance des identités. Je dois attendre mon superviseur et la sécurité. » Le paiement ? Mais c'est payé depuis des mois. C'est ma sœur qui a payé, c'est un cadeau. Flavie s'est tournée vers la caméra de son téléphone, cherchant le soutien de sa communauté virtuelle. Les gars, Air France essaie de nous arnaquer, c'est hallucinant. Ils disent que nos billets sont faux. Partagez le live, faut que ça buzz. À l'arrière-plan, on voyait maman s'agiter, agressive. Laissez-moi parler aux responsables. C'est inadmissible de traiter des clients VIP comme ça. Je vais appeler mon avocat. Elle n'a pas d'avocat. Soudain, le cadre de la vidéo a bougé brusquement. Des uniformes bleu marine sont entrés dans le champ. Pas un, ni deux, mais 4 officiers de la police aux frontières, armés et sérieux. Le visage de Flavie s'est décomposé en direct. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. On a entendu une voix masculine, forte et autoritaire, celle d'un lieutenant de Grégoire. Madame Flavie Vance ? Monsieur Joris Mercier ? Oui, a couiné Flavie, sa voix perdant toute son arrogance d'influenceuse en une microseconde.
Police aux frontières. Veuillez poser vos téléphones et nous suivre. Vous êtes placé en retenue pour usage de faux, escroquerie, recel de vol et accès frauduleux à un système informatique. La caméra a tremblé violemment. Flavie a hurlé « Maman !» Fais quelque chose. Odile a surgi devant l'objectif, essayant physiquement de repousser un policier de 2 mètres. Ne touchez pas à ma fille. C'est une erreur. Les billets sont à sa sœur, c'est un cadeau de mariage. On a le droit. Le policier n'a pas bronché, il a écarté maman avec fermeté. Madame Odile Vance ? Nous avons aussi un mandat pour vous amener. Vous êtes identifiée. J'ai reposé mon téléphone sur la table du café. Mes mains ne tremblaient plus. Vianney me regardait, les yeux écarquillés, un mélange de choc et de respect sur le visage. Ils l'ont fait. Ils les ont vraiment arrêtés devant tout le monde. J'ai pris une grande inspiration. L'air n'avait jamais été aussi pur, aussi léger. Oui. Ils ont joué, ils ont perdu. Game over point. Mais le plus dur restait à faire. La confrontation finale. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Grégoire. Ils sont en garde à vue dans les locaux de la PAF. On a besoin de toi pour déposer plainte formellement, signer les procès-verbaux et identifier les preuves. Tu peux venir ? Nous avons conduit jusqu'à l'aéroport dans un silence lourd. Arrivé au poste de police de la zone aéroportuaire, un bâtiment gris et austère loin du glamour des terminaux, l'ambiance était électrique. Les policiers nous regardaient passer avec un mélange de curiosité et de compassion. L'histoire de la mariée vengeresse avait déjà fait le tour du service. Grégoire m'a accueilli dans son bureau avec un café noir brûlant. Il avait l'air fatigué mais satisfait. C'est un beau bordel, Sibylle. Ta sœur est en crise d'hystérie, elle a vomi 2 fois dans la cellule. Ton beau-frère balance tout ce qu'il sait pour sauver sa peau, il a même avoué qu'il avait volé des bouteilles de vin à ton mariage hier soir, on les a retrouvées dans sa valise. Et ta mère est dans le déni total. Elle demande à te voir. Elle dit que tu vas tout arranger, que c'est une petite blague qui a mal tourné. Je veux la voir, ai-je dit sans hésiter. Ils m'ont amené dans une salle d'interrogatoire vitrée. Une table, 3 chaises, un miroir sans teint. Maman était assise là, menottée à la barre de la table. Elle n'avait plus son chapeau de dame respectable. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage coulait en traînées noires sur ses joues. Elle avait vieilli de 10 ans en 3 heures. Quand je suis entrée, ses yeux se sont illuminés d'un espoir fou, puis d'une fureur incandescente. Sibylle. Enfin. Dis-leur. Dis-leur que c'est un malentendu. Dis-leur que tu nous as donné les billets. Ils me traitent comme une criminelle. Je me suis assise en face d'elle. Vianney est resté debout près de la porte, bras croisés. Je n'ai pas cligné des yeux. Pourquoi je dirais un mensonge, maman ? Tu es une criminelle. Comment peux-tu nous faire ça ? À ta propre sœur ? Elle allait partir au paradis, elle était si heureuse, et tu l'envoies en prison ? Tu es un monstre de jalousie. Tu as toujours été jalouse d'elle parce qu'elle est plus belle, plus vivante que toi. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé. J'ai posé les feuilles une par une sur la table métallique, le bruit du papier résonnant dans le silence. Article 323 à 3 du Code pénal, introduction frauduleuse de données. 5 ans de prison, 150 000 € d'amende. Article 313 à 1, escroquerie. 5 ans de prison. Article 226-4-1, usurpation d'identité numérique. Je m'en fiche de tes codes, a-t-elle hurlé, faisant sursauter le policier en faction. Je suis ta mère. Je t'ai mise au monde. Tu me dois le respect. Flavie méritait ce voyage plus que toi. Toi, tu as un bon salaire, tu as réussi, tu peux t'en payer un autre. Elle n'a rien. Elle est fragile. C'est le rôle de la grande sœur d'aider la petite. C'était la phrase de trop. Celle qui a brisé le dernier lien, le dernier filament d'attachement qui me reliait à elle. Elle n'a rien ? Je me suis penchée vers elle, mon visage à quelques centimètres du sien, ma voix vibrant d'une colère froide accumulée sur 32 années de négligence. Elle a eu ton amour. Elle a eu ton attention exclusive. Elle a eu toutes les chances, toutes les écoles, tous les cadeaux.
Moi, j'ai dû me battre pour chaque centime, pour chaque diplôme, pour chaque miette de reconnaissance. J'ai construit ma vie malgré toi, pas grâce à toi. Et tu sais quoi, maman? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le voyage. Si tu m'avais demandé, si tu m'avais dit Flavie va mal, on peut l'aider, j'aurais peut-être fait quelque chose. J'aurais aidé. Mais tu m'as volé. Tu m'as trahi le jour de mon mariage. Tu as regardé ta fille aînée dans les yeux, tu as bu mon champagne et tu as menti en souriant. Retire ta plainte, a-t-elle sifflé, changeant de tactique, passant de la victime à la menace. Sinon tu n'es plus ma fille. Je te déshérite. Je dirai à tout le monde que tu es une ingrate. Je me suis levée. J'ai ajusté ma veste. J'ai regardé Vianney, qui m'a souri avec fierté. Je ne suis plus ta fille depuis longtemps, Odile. Je ne suis que ta banque et ton paillasson. Mais le guichet est fermé. Définitivement. Je suis sortie sans me retourner. J'ai entendu ses cris étouffés par la porte blindée. Sibylle. Reviens. Tu ne peux pas faire ça. Sibylle. De l'autre côté du couloir, j'ai vu Flavie passer, escortée par 2 agentes pour être transférée au dépôt. Elle m'a vue. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas crié. Elle a juste baissé la tête, les épaules voûtées. Pour la première fois de sa vie, l'enfant roi n'avait plus de couronne, plus de mère pour la protéger, plus de public pour l'admirer. Elle était juste une délinquante en survêtement de marque. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon médiatique et juridique. La vidéo de l'arrestation, postée par des passagers témoins et extraite du live de Flavie, avait fait le tour des réseaux sociaux français. Les titres étaient racoleurs, dignes d'une série Netflix, drame familial à Roissy, une mariée envoie sa mère et sa sœur en prison pour un voyage volé. L'influenceuse arnaqueuse arrêtée en direct. Joris a été libéré après 24 heures de garde à vue. Son avocat a réussi à prouver qu'il avait été manipulé par Flavie qui lui avait assuré, preuve falsifiée à l'appui, que c'était un cadeau de ma part. Il n'était coupable que de bêtises et de recel involontaires. Il a largué par SMS dès sa sortie du commissariat, ne m'approche plus jamais. Tu es folle. Il a bloqué toute la famille et a déménagé dans une autre région. Flavie et maman n'ont pas eu cette chance. Avec les preuves numériques irréfutables que j'avais fournies et ma déposition accablante, le procureur a décidé de faire un exemple. On ne vole pas l'identité des gens, surtout pas celle d'agents de la défense, et encore moins en famille, a-t-il déclaré. Elles ont passé 48 heures en garde à vue, puis ont été déférées devant un juge d'instruction. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. J'y étais, avec Vianney. Assise sur le banc des parties civiles, face à elle. Le juge a été sévère. Il a souligné la préméditation odieuse, la bassesse morale de voler sa propre famille un jour de noces, et l'abus de confiance maternelle. Le verdict est tombé comme un coup près. Pour Flavie et Odile, 12 mois de prison avec sursis. La prison ferme a été évitée de justesse car leur casier était vierge, mais l'épée de Damoclès est là. Au moindre faux pas, elles partent en cellule. Obligation de rembourser intégralement les 15 000 € du voyage à la compagnie, ou à moi, plus 5 000 € de dommages et intérêts moraux chacune à me verser. Inscription au casier judiciaire B2. Pour Flavie, c'était la mort sociale et professionnelle. C'était la fin de ses rêves d'influenceuse, les marques ne travaillent pas avec des escrocs condamnés pour fraude. Elle a aussi perdu son emploi de vendeuse, car on ne confie pas la caisse à une voleuse. Mais le plus grand châtiment n'était pas légal. C'était le regard des autres. Dans notre petite ville de province, tout le monde savait. Les commerçants, les voisins, le facteur. Odile, qui tenait tant à sa réputation de bourgeoise respectable, n'osait plus sortir faire ses courses. Les voisins changeaient de trottoir en la voyant. Ses amis du club de bridge ne l'appelaient plus. Elle se retrouvait seule, enfermée dans sa maison au volet clos, avec une fille aigrie et au chômage qui lui reprochait désormais son mauvais plan et sa vie gâchée. L'enfer, c'était désormais elles deux, enfermées ensemble. Mon père, lui, m'a appelé le soir du verdict. Il riait tellement fort au téléphone qu'il en pleurait. Ma fille, tu es un génie. J'ai attendu 20 ans que quelqu'un remette ton ex-mère à sa place. Je suis fière de toi. Tu as vengé tout ce qu'elle a écrasé. Il m'a envoyé une caisse de grands crus pour fêter ça. Et le voyage? Qu'est-il advenu de notre rêve de Bora Bora?
C'est là que l'histoire prend une tournure presque magique, une récompense karmique inattendue. L'histoire étant devenue publique, la compagnie aérienne Air Tahiti Nui a été inondée de messages de soutien pour moi sur Twitter et Facebook. De plus, mon employeur, le ministère, n'était pas ravi qu'une affaire impliquant un de ses agents soit publique, mais ils ont compris que j'étais la victime et ont apprécié ma rigueur dans la gestion de la crise. Le directeur de la relation client de la compagnie m'a contacté personnellement. Madame Vance, nous sommes désolés pour cette expérience traumatisante associée à notre marque. Nous ne pouvons pas laisser votre mariage se terminer sur une note policière. Ils nous ont remboursé intégralement les billets volés, que maman et Flavie devaient aussi me rembourser par décision de justice, double victoire financière. Et ils ont fait plus, ils nous ont offert un nouveau voyage, reprogrammé quand nous le voulions. Un mois après le procès, Vianney et moi étions assis dans un avion, mais pas n'importe où. En première classe. Pas en business, en première. Champagne à volonté, caviar, lits plats, service personnalisé. Nous avons atterri à Bora Bora. C'était encore plus beau que dans mes rêves les plus fous. L'eau était d'un bleu irréel, presque fluorescent. Le silence était absolu. Pas de Flavie pour crier, pas d'Odile pour critiquer mon maillot de bain. Juste nous deux, le bruit des vagues et la paix. Un soir, alors que je regardais le coucher de soleil violet depuis la terrasse de notre bungalow sur pilotis, mon téléphone a vibré. Je n'avais pas bloqué maman, par une sorte de curiosité morbide, pour voir jusqu'où elle irait. C'était un message vocal. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était brisée, plaintive, mais toujours manipulatrice. Sibylle, c'est maman. On a reçu l'avis de paiement du tribunal aujourd'hui. L'huissier est passé. On va devoir vendre la voiture de Flavie et peut-être hypothéquer la maison pour te payer les 25 000 euros. Tu ne vas pas vraiment prendre cet argent, n'est-ce pas? On est ta famille. Tu es riche maintenant, tu n'en as pas besoin. Aie pitié de ta sœur. Appelle-moi. J'ai écouté le message 2 fois. J'ai regardé Vianney qui nageait avec des raimentas juste en bas de notre bungalow. J'ai regardé mon cocktail givré. J'ai pensé à la robe blanche de Flavie. J'ai pensé au sourire de ma mère quand elle a volé mon voyage. J'ai appuyé sur supprimer. Puis je suis allé dans les réglages de mon téléphone. J'ai sélectionné le contact Maman Odile et le contact Flavie. Bloquer ce contact. Confirmer. Oui. J'ai posé le téléphone sur la table. J'ai pris une grande inspiration. L'air sentait la fleur de tiare, la vanille et la liberté absolue. Cela fait maintenant 6 mois. Je n'ai plus aucune nouvelle d'elle, sauf par l'huissier de justice qui m'envoie consciencieusement mes chèques de remboursement chaque mois. J'utilise cet argent pour une cause très spéciale, j'ai ouvert un compte épargne bloqué pour nos futurs enfants. Pour qu'ils ne manquent jamais de rien, mais surtout, pour qu'ils sachent que l'argent ne remplace pas l'amour et le respect. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire, que je veux partager avec vous, le lien du sang n'est pas une chaîne d'esclaves. Vous n'êtes pas obligé de tolérer la toxicité, le vol, le mensonge ou le manque de respect simplement parce que cela vient de votre famille. Parfois, couper les ponts est le seul moyen de ne pas se noyer. Parfois, être l'orphelin volontaire est la seule voie vers le bonheur. Ma sœur voulait un voyage inoubliable? Elle l'a eu. Elle a fait un voyage direct vers la réalité du monde adulte. Et moi, j'ai eu bien plus qu'une lune de miel. J'ai récupéré ma dignité, ma vie et mon futur. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était long, c'était douloureux, mais ça fait du bien de le dire. Si vous avez ressenti de la colère, de la frustration ou de la joie en entendant cette revanche, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, c'est très important pour soutenir la chaîne et faire connaître ces histoires. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de karma. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous sauver? J'ai hâte de lire vos témoignages et de vous répondre. Prenez soin de vous, et ne vous laissez jamais faire. À très bientôt.